Le dimanche 10 août 2025, un sac sur le dos, je suis parti de chez moi pour découvrir un nouveau pays, pourtant proche de notre bon vieil hexagone. Les yeux encore fermés, le soleil toujours couché, je me suis rendu gare du Nord pour une aventure qui me hypait depuis mon plus jeune âge. Ce jour-là, je ne suis pas resté sur le quai que j'emprunte habituellement pour l'île, j'ai pris les escaliers juste derrière, je suis monté, j'ai montré mon passeport, posé mon sac, repris mon sac, marché encore, et je suis monté dans un train. Au démarrage, je n'avais qu'une hâte, traverser la mer. J'ai vu de la campagne, des champs à perte de vue, toujours de la campagne, et encore des champs. Et puis d'un coup, un tunnel. Les oreilles se bouchent, tout le monde bâille dans le wagon. À ce moment-là, je le savais, quand je sortirai de là, quand la lumière traversera à nouveau les vides de cette Eurostar, mon téléphone mettra 2 ou 3 minutes à se caler, 1 heure en arrière, je reverrai de la campagne, presque identique à celle que j'avais vue depuis 2 heures, mais à ce moment précis, le voyage aura une toute autre saveur. Car moins de 30 minutes après, pour la première fois, je sortirai du train, gare Saint-Pancras, pour parcourir Londres et faire une journée de plus de 40 000 pas. Après avoir bien crapahuté dans la capitale anglaise, le lendemain matin, épuisé par ce périple de la veille, j'ai pris un bus rouge jusqu'à Waterloo. Arrivé à la gare, j'ai vu une fourmilière. Habitué à la cohue parisienne depuis bien 3 ans, je n'ai pas été spécialement dépaysé, mais je dois avouer que ce foutoir m'a un peu perdu pendant 2 minutes. Par où sortir? Si je ne trouvais pas le moyen de m'en échapper, le fantôme de ces lieux se ferait un plaisir de m'aider. J'ai pris à nouveau un train, direction la gare de Staines. Autour de moi des gens en costume, bien apprêtés, vélo pliant, trottinette à côté, je voyais le train se vider peu à peu au fil des arrêts. Après plusieurs annonces, un poil incompréhensible pour mon anglais niveau Erasmus et perturbante pour mes oreilles habituées à l'accent outre-Atlantique de mes séries Netflix, j'étais enfin arrivé. Staines Station. Sorti du train, heureux comme tout, j'ai pris le bus à destination d'un parc qui me faisait rêver depuis que je suis gosse, malgré les retours parfois mitigés à son sujet. J'avais toujours gardé une once de hype pour ce parc anglais et l'ouverture récente d'un certain Hypercoaster McRide n'aura fait que raviver celle-ci. Alors ça y est, le 11 août 2025, c'était avec un sac sur le dos que je suis parti de chez moi pour découvrir un nouveau pays et me voilà devant l'entrée du tant attendu Thorpe Park. Et là, je suis en train d'arriver dans ce hub central. Il faut savoir que Thorpe Park est sur une île. Et là, je viens de rentrer dans cette grande place centrale qui nous emmène vers différents univers de Thorpe. Et moi, je vais me diriger directement vers la gauche pour découvrir Hyperia, le fameux gros coaster ouvert l'année dernière par Thorpe Park. C'est parti. Une skyline exceptionnelle. C'est vraiment l'image que j'avais de Thorpe avant de le visiter. Un parc pas très grand, avec des coasters de partout, collés les uns aux autres. Où qu'on se trouve dans le parc, il y aura forcément au moins une ou plusieurs grosses montagnes russes dans votre champ de vision. Et il y en a pour tous les goûts. Du B&M des années 2000, en passant par du bon vieil Eurofighter, de l'Accelerator Intamin ou du McRide moderne. Il ne manquerait plus que du RMC et on serait là sur le parc le plus complet en matière de coaster sur notre bon vieux continent. Nous y sommes. Oh, j'ai bien couru. Je veux même pas savoir l'état de ma coupe de cheveux. Ça y est, dans la file d'Hyperia. Grosse hype là. Hein. Ah ouais. En fait, le parc est minuscule. Ce qui fait que quand vous arrivez au début, vous êtes poussé par derrière. Devant, les gens ils bloquent. Donc il faut vraiment tracer parce qu'en fait, on vous impose même de courir par derrière. Ah, mais par contre, c'est très sympa parce qu'on est entouré. Donc on a Hyperia là qui est magnifique. Gigantesque. Et donc on est sur un pré-last, ce qui permettra d'avoir déjà une très bonne idée de ce que vaut la drop. Je suis à un niveau de hype là, c'est...
j'ai l'air content, hein. Vous vous doutez, c'est pas un coaster de merde. Si je fais cette tête-là, en général, c'est que c'est plutôt bon signe. Non, je sors du coup de mon premier ride d'Hyperia, rang 9, donc quasiment l'Astro, ce qui est exceptionnel, ce qui est génial. C'est exactement ce que je voulais. Moi, je voulais les places arrière pour voir ce que vaut la drop. Et vraiment, mais on est sur un niveau de coaster très très bon. Je ne saurais pas dire si c'est mon top 1, mais niveau sensation, c'est vraiment ce qu'on cherche chez du Mack Ride en fait. C'est exactement ce qu'on attend d'un bon coaster Mack. Pour ce qui est de la first drop, quand on est au last, vous ne touchez pas le siège du début jusqu'à la fin. Vous descendez, vous ne touchez pas votre siège. Elle n'est pas non plus si intense. En fait, j'ai vraiment une vision de ce coaster et c'est un peu ce que j'en imaginais. C'est un coaster qui est à la fois plutôt doux. On n'est pas sur un truc hyper vénère qui bourlingue la gueule à la RTH, à la Voltron. Ça va plutôt sur des sensations smooth, mais avec de l'intensité. Et chaque élément est bon. Il n'y a pas un mauvais élément sur Hyperia. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça se hisse très haut dans mon top. Pour l'instant, ce n'est pas top 1. Pour l'instant. Il ne joue pas encore dans la cour du top 1. On verra un peu plus tard. Et j'aimerais beaucoup pouvoir choper un first, mais très content de l'avoir eu au last. Et gigantesque, hein. Petit détail, j'ai quand même noté quelques vibrations quand on arrive en bas des creux. Mais excepté ça, il y a de l'intensité quand on arrive dans les creux, un peu proche du voile gris. J'avoue, il y a un moment, j'étais en mode ah, le premier élément là avant qu'on le passe, je pense qu'il faut qu'il chauffe encore un peu. J'avais envie de le faire très tôt dans la journée parce qu'on m'a dit que justement, Hyperia, le souci, c'est qu'on peut arriver une journée et il n'est pas ouvert. Donc moi, j'ai eu de la chance déjà, j'ai pu le faire aujourd'hui, c'est très bien, il est sécurisé. Je reverrai pour le refaire plus tard dans l'après-midi. Là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de musique aussi à Fort Park. Oh, c'est super beau ici. Ce point de vue est très sympa, j'aime beaucoup. Et là, je vais aller faire un autre coaster qui peut s'avérer capricieux. Il s'agit de Stealth. Oula oui, Stealth, qu'on pourrait littéralement renommer Caprice des dieux. C'est peut-être le coaster le plus mythique de Fort Park. Et pourquoi capricieux me diriez-vous? Eh bien parce qu'il s'agit d'un launch coaster de chez Intamin, équipé d'un système de propulsion hydraulique. Propulsion hydraulique? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien ce système est considéré par une grande partie des passionnés comme celui qui délivre les propulsions les plus impressionnantes. Là où la plupart des coasters actuels sont équipés de launch magnétiques, composés de lamelles qui vont l'une après l'autre tirer le train jusqu'au bout de la zone de propulsion, les launch hydrauliques quant à eux sont composés d'un câble qui vient tirer le train. Au final, la différence entre ces deux systèmes de fonctionnement est non seulement que les launch hydrauliques créent une sensation de tirage puissant et constant, presque exponentiel tout au long de la propulsion, là où les launch magnétiques vont avoir pour avantage de faire ressentir un petit taquet au démarrage, mais vont avoir beaucoup de mal à garder cette intensité tout au long de la propulsion, encore plus si le train n'est pas spécialement léger. La seconde différence entre hydraulique et magnétique réside dans la fiabilité. Les launch hydrauliques vont malheureusement être beaucoup plus sujets aux pannes que les launch magnétiques, ce qui fait qu'aujourd'hui les launch hydrauliques sont littéralement en voie de disparition. On compte notamment 2 chefs-d'œuvre qui ont fermé leurs portes ces dernières années, avec King Daka, ancien tenant du titre du plus haut coaster du monde qui a littéralement été détruit, et Top Thrill Dragster dont le launch hydraulique a été remplacé par un launch magnétique. Donc forcément, un peu moins sympa. Et donc Stealth, eh ben, c'est un peu le survivant du milieu. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais il a le mérite d'être toujours debout après presque 20 piges, et rien que ça, eh ben, c'est une raison valable pour le tester. Mais après des launchs hydrauliques, il en reste encore quelques-uns, ne serait-ce qu'en Europe. On en compte par exemple un en Espagne avec Furious Baco à Port Aventura, ou même en Allemagne avec Desert Race, que j'ai déjà eu l'occasion de tester il y a quelques années. Mais alors, qu'est-ce qui fait la réputation de Stealth? Quelle est la particularité qui le rend si mythique? C'est vraiment le launch qui est actuellement, dans tous les coasters à launch du monde en activité, le launch le plus puissant du monde. Rien que ça. Rien que ça. Merci Fort Park. Super. On n'est pas sur le plus rapide du monde. On est vraiment sur l'accélération la plus rapide du monde. Et j'ai hâte de tester ça parce que j'adore les coasters à launch. Et j'en ai fait des launchs que j'ai vraiment adoré dans ma vie. Donc on verra si ça vaut sa réputation. J'ai fait le gros machin là-bas. On m'en avait parlé, on m'avait dit c'est un truc de fou, tu verras, c'est exceptionnel, c'est génial. C'est monstrueux en fait. Je l'ai fait complètement au last, c'est ça qui est génial avec Stealth, c'est que contrairement à Hyperia, on peut choisir sa place. Donc très bon à savoir. Mais putain, waouh. T'es là, tu te dis, le launch il va être puissant. C'est pas qu'il est puissant, c'est qu'il te retourne le ventre le truc, il te tire le bide. J'ai jamais eu ça dans un autre coaster. Mais en même temps c'est normal, c'est le plus puissant du monde encore en activité, donc c'est normal. Il est là, il te tire, tu te dis mais ça finit quand? Et t'arrives là-haut après. Voilà, là on les voit dropper. Alors moi j'étais au last, la remontée, hop, ça remonte un peu rapidement, c'est sympa, t'as une belle vue, ça s'arrête. Et là hop, tu redescends. Et limite, je vais me faire taper dessus, hein, mais dropper dans Stealth, c'est presque aussi bien que la drop de Conda. Et c'est peut-être même mieux.
Donc il y a vraiment un effet de drop, hein. Quand vous êtes au last, vous sentez vraiment tomber. C'est très cool. Et après, le petit airtime de la fin, il est là pour la forme. Je pense qu'il est là aussi pour réduire la zone de frein. Du coup, ça permet de freiner beaucoup plus rapidement. Mais waouh. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous l'avez entendu? Mais c'est peut-être le point négatif de Thorpe, en particulier si vous comptez y faire un vlog. Le niveau sonore dans l'ambiance du parc est extrêmement élevé. Dans l'idée, ça ne me déplaît pas. D'autant plus qu'on est là sur un parc qui fait vraiment des efforts en matière d'ambiance sonore. Mais pour s'enregistrer ou pour discuter dans les allées du parc, c'est un peu un enfer par certains endroits. Il est maintenant l'heure d'aller tester So The Ride, qui est un coaster de chez Gershkower, un Eurofighter pour être plus exact. Des modèles comme ça, j'en ai fait quelques-uns. J'ai adoré celui de Hansa Park qui a ce même modèle de train, ce même modèle de rail. Et par contre, j'ai fait celui de Bobbejaanland qui a ce même type de drop et qui lui était très mauvais pour le coup. Donc c'est petit bonheur la chance. On verra si celui-là est bien. En tout cas, la théma est très cool, hein. So The Ride, c'est fait. Et ben c'est pas mauvais, mais j'aurais une petite réserve quand même parce que sur la fin, il y a des petits taquets, hein. Ça m'a un petit peu rappelé ce que j'ai pu vivre dans Typhoon à Bobbejaanland, qui vraiment m'avait fait passer un ride atroce. En fait, vous avez vraiment la sensation où ça fait comme ça. Voilà, globalement, ça vous secoue la tête. Et puis de temps en temps, les harnais qui se disent allez tiens, t'as une petite baffe dans la gueule. Hop, ça suffit, hop, comme ça. Tu vois, ça suffit pas. Mais sinon, globalement, le mood de l'attraction est très sympa. C'est atypique. On voit pas souvent un coaster sursaut. Donc moi j'ai bien aimé, c'est simple, ça fait le taf. C'est pas de la grande théma, mais ça fait vraiment le travail. Très sympa à regarder en plus avec un petit peu d'eau sur le côté là. On est sur une île à Thorpe Park, donc forcément on est entouré de flotte. Tout le début du ride est très cool. On a 2 gros airtime, surtout en sortie de mid-break. Vous avez un éjector, mais du feu de Dieu. Presque too much en fait, presque too much le truc. Mais c'est vraiment sur la fin du parcours, les derniers petits éléments où là je me disais oula, on va se calmer, c'est un peu too much. En tout cas moi, je vais tester autre chose maintenant, mais je ne sais pas sur quoi jeter mon dévolu. Et donc c'est parti pour Nemesis Inferno, pas Nemesis le classique, celui d'Alton Towers, non. Là c'est le même nom à peu près, même type de coaster parce qu'on est aussi sur un inverted, apparemment moins bien quand même. Je pense qu'on sera peut-être sur le moins bon des inverted BM que j'ai pu tester, je vous dirai ça à la sortie. Il paraît que c'est du niveau des Batman The Ride, un peu plus smooth, un peu plus chill, un peu plus à la boue. On verra. Je vous dis à la sortie, j'en attends rien du tout. Je m'attends vraiment à du BM très classique, mais c'est toujours très sympa à faire. Nemesis Inferno, globalement, je trouve le coaster plutôt beau. Ce côté ras du sol au milieu des plantes rappellera à certains Black Mamba à Phantasialand, souvent imité, jamais égalé. On voit le train passer dans des éléments avec une certaine nervosité et honnêtement, de l'extérieur, ça fait franchement envie. Seulement voilà, avant de le tester, j'avais entendu pas mal d'avis mitigés au sujet de Nemesis Inferno, entendant dire qu'il était un peu mou du cul, pas très inventif, du BM inverted, un peu trop classique, du déjà vu. J'y suis donc allé avec très peu d'attente, je me suis installé au dernier rang, place de droite, et là... Qui est le menteur qui a dit que Nemesis était mou du fiac? Alors, je veux bien que peut-être dans un trip full Royaume-Uni, en comparaison avec le Nemesis original, c'est peut-être un peu mou, mais franchement, ce truc, c'est pas mal. Alors moi qui suis du coup très fatigué, qui n'est pas suffisamment mangé, tout ça, je pense que du coup, je grey out beaucoup plus facilement. Je vois très vite trouble, parce que du coup, marrant, voilà, ça me dérange pas, mais je sais pas, genre, le loop, c'est pas mauvais, le 0 G-roll n'est pas mauvais non plus, et les flat spins ne sont pas mauvais du tout. On est presque sur du niveau d'un Black Mamba, mais c'est plus petit, c'est plus serré, ça va moins vite, donc c'est pas comparable. Je l'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est un bon petit BM,
C'est pas une claque absolue, mais il fait très très bien le taf. Et il fait ce qu'on attend de lui en fait, tout simplement. Et là c'est l'heure d'aller tester The Swarm qui apparemment est la 3e meilleure attraction du parc. C'est un peu souvent ce que j'en entends, on a numéro 1 Hyperia, numéro 2 Stealth et le 3e c'est The Swarm. Regardez cette belle entrée. Donc c'est un Wing Coaster BM, c'est la même chose que Demonen, donc Flugder Demonen à Hyde Park, qui est le tout premier que j'avais fait. Et donc j'ai découvert Phoenix il y a de ça 2 ans, que j'adore. Phoenix qui à l'heure actuelle est encore mon coaster BM préféré. Et peut-être que The Swarm va le détrôner. Je ne suis pas sûr, mais sait-on jamais, il est très très haut celui-là. Je sais pas à quelle hauteur on est exactement, il est très stylé aussi. Et ça fait vraiment vibe post-apo. Allez là, il y a un avion qui est craché, une église détruite. Très sympa. Donc c'est parti pour découvrir The Swarm. Ce coaster m'a fatigué. En gros, ceux d'entre vous qui aiment les sensations de G+ dans Phoenix, The Swarm, il joue que là-dedans, que là-dessus. Je trouve que, en fait, j'ai l'impression Phoenix at Overland, c'est un peu le mix parfait entre Demonen, qui est à Hyde Park, et The Swarm. Parce que vous voyez cet enchaînement-là. En gros, il arrive, il monte dans cette espèce de looping un peu penché. C'est un non-inverting loop, je crois. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle comme figure. Et derrière, on enchaîne direct sur ce long virage. Et vraiment, quand vous arrivez là, mais vous êtes collé dans le siège, collé dans le siège, collé dans le siège. C'est pas une grosse intensité qui te met des fourmis dans les jambes. Mais vraiment, j'étais là, je me disais, mais j'ai le sang qui descend de la tête là, c'est pas possible. Alors pour peu que vous soyez un peu fatigué, c'est une catastrophe. Mais vraiment, c'est hyper intense par rapport à ce que j'imaginais. Et c'est là que je réalise que Phoenix est un mélange parfait entre Flugder Demonen à Hyde Park et The Swarm. Parce qu'en fait, dans Phoenix, vous avez la grosse intensité, les G+, qu'on retrouve dans ce coaster. Et vous avez les G-lates, les inversions un peu what the fuck qu'on retrouve dans Demonen. Et lui, il fait partie du coup de cet extrême un peu G+, quoi. Et cette drop là, cette drop très sympa au last, très très cool. Voilà, ça c'est très planant, donc c'est très sympa. Voilà, très belle zone. Mais là, je vous avoue, enfin, je me fous à l'ombre et que je me pose un peu parce que là, avec le soleil et l'enchaînement des coasters, vraiment, j'en ai ma claque, j'en peux plus, quoi. Tu m'étonnes que j'en ai ma claque. Autre point à côté duquel on ne peut absolument pas passer au sujet de Fort Park, c'est le manque cruel de zones ombragées. Oui, avoir un parc avec pas beaucoup d'arbres, ça aide à avoir une superbe skyline, c'est vrai. En plus de ça, je peux comprendre, on est au Royaume-Uni, ça n'est pas un pays réputé pour son soleil qui tabasse. Mais franchement, passer une journée entière à quasi 30 degrés en plein mois d'août, sans un pet d'ombre, c'était franchement un supplice par certains moments. Sachant qu'on n'est pas sur un parc familial avec des tout petits rides tout chill, donc une insolation ou de la déshydratation, dans ces moments-là, ça ne pardonne pas. Alors hop, on ressort la casquette du sac, et quitte à faire un truc qui retourne le crâne, allons tester Colossus, le fameux 10 Inversions Coaster. Bon, Colossus, c'est pas fou. Alors on ne l'avait pas hyper bien vendu pour le coup, et je comprends les avis, c'est un peu brusque. On se rapproche d'un Indiana Jones à Disney, pour vous donner une idée. Donc c'est pas calamiteux, mais voilà. La partie là, typiquement ici, je m'attendais à un petit airtime. Que nenni. Alors après j'étais quasiment last, hein, mais très flottant en fait, par rapport à d'autres coasters du parc qui eux ont de vrais airtime. Là on n'y est pas vraiment. Ouais, il y a un petit peu de G par-ci par-là, mais vraiment ce truc là, d'enchaîner les airtime rolls. Alors je comprends l'envie derrière de se dire on crée un coaster qui fait un record, c'est-à-dire que quand il a ouvert, c'était la
montagne russe avec le plus d'inversions au monde. Je comprends l'idée derrière. Mais vraiment, ça n'a pas grand intérêt, quoi. On est là, on en fait une première, on se dit ok, deuxième, la quatrième, elle est de trop. Et après ils en foutent une cinquième derrière, qui est planquée. C'est vraiment pas fou. Genre, t'es là, t'attends qu'à ce truc si ça se termine, quoi. Donc, c'est pas la catastrophe absolue, mais c'est pas dingue. Genre, je pense honnêtement que je vais pas le refaire aujourd'hui, en toute honnêteté. Mais c'est à tester, voilà, ça a le mérite d'exister. Sachez. Il est temps pour moi d'aller tester The Walking Dead, que j'ai pas du tout envie de faire. Alors c'est du family coaster, hein. C'est vraiment un truc tout bidon, très simple, niveau sensation, c'est un des trucs les plus calmes de Thorpe. Juste, c'est aimé sur un truc horrifique. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je déteste les attractions horrifiques. Je fais jamais de maze, je vais jamais dans des scare zones, je vais jamais à Halloween pour faire des parcs parce que justement je déteste ça. C'est jamais un truc qui m'a plu. Et autant tout ce qui est mécanique, des trucs qui font un peu flipper mais qui sont juste des automates, j'ai aucun souci. Quand c'est juste des animatroniques, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a des acteurs, j'ai du mal. Et on m'a dit que dans cette attraction, parfois il y avait des acteurs, donc des acteurs vraiment en live, vivants quoi, des vraies personnes qui jouaient le rôle des zombies. Voilà. Alors j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Vraiment j'espère. C'est con hein, de faire la chasse au crédit. Hein. C'est vraiment... Ah, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. Je sors de The Walking Dead. Je suis toujours vivant. Et finalement, ça va. Finalement, ça va parce que... En fait, ces petits filous, au début du ride, ils vous disent « Oui, il y a des acteurs à l'intérieur, faites attention », ce qui n'est pas faux. Il y a bien des acteurs à l'intérieur. Mais en fait, du coup, tu passes tout ton ride à te demander s'il n'y a pas un truc qui va se passer. Et ils en jouent vachement. Ils sont là, ils font vraiment des pauses, ils arrêtent le train. T'avances, et t'avances, et t'avances, et ça s'arrête pas, et c'est horrible. C'est horrible. Ils jouent vachement avec nos nerfs. En soi, l'attraction est très bien. Je trouve que c'est une bonne attraction horrifique. Il en faudrait beaucoup plus des attractions horrifiques type coaster comme ce qu'on a là ou ce qu'on a avec Saw. Juste moi à titre personnel, j'aime pas quand il y a des acteurs, mais en dehors des acteurs, un truc avec une ambiance un peu dark comme ça, je trouve que ça amplifie vraiment. Et on a une attraction qui est pas du tout, en tant que coaster, c'est pas si sensationnel que ça, c'est vraiment du Family Vekoma classique, mais le fait d'avoir cette petite ambiance qu'on n'a pas habituellement, plus la file d'attente où on a toute une partie un peu dark où vraiment les gens ils courent dans tous les sens, ce qui est absolument dangereux, hein, mais on nous dit bien de pas courir avant, mais au final tout le monde finit par courir parce que tout le monde a peur, y compris moi. Au final c'est marrant et ça crée une espèce d'ambiance où tout le monde a peur et du coup tout le monde entretient cette espèce de frayeur de l'attraction. Et en fait, c'est les riders eux-mêmes qui vont créer cette ambiance flippante. Et voilà, hein. Non, franchement, c'est un petit truc à faire bien sympa. Ils ont réussi à rendre un family coaster un peu pété en un truc plutôt fun. Et pour continuer dans les rides horrifiques que Thorpe a à nous offrir et que je suis ravi de tester, je suis un peu obligé, malgré moi, de tester Ghost Train. Ah bah mince, Ghost Train est fermé. Oh, c'est dommage. Moi qui voulais tant le faire, c'est vraiment... Je passe à côté, c'est pas du tout ce que je cherchais. Je passe à côté de quelque chose. Mais dans ce cas, c'est l'occasion de retourner se faire un avis sur Hyperia. Et pour en dire plus que mon avis à chaud du matin, un point qui m'a très rapidement marqué dans Hyperia, c'est malheureusement sa file d'attente très minimaliste et sa thématisation un peu difficile à comprendre. Alors on sent que le parc a cherché à créer une storyline, on a une musique dédiée à l'attraction avec une volonté de mettre une ambiance particulière dans la zone, mais au final, même si le coaster est en soi très beau et se suffit clairement à lui-même, je trouve que la zone est un peu illisible et je dirais même maladroite de la part du parc. Contrairement à d'autres coasters de Thorpe, la gare d'Hyperia est dans un bâtiment tall qui nous rappellera le simplisme des parkings à coaster américains, et pourtant à l'intérieur, c'est une mise en scène digne d'un dispatch de coaster comme Osiris ou RTH. Une musique qui rythme chaque départ du train et qui vous hype avant chacun de vos tours. Mais mis à part ça, ça reste que de la tôle. C'est une bonne base et c'est franchement mieux que rien, mais ça donne une impression d'être le cul entre deux chaises. À la fois du thrill coaster sans théma, mais qui n'assume pas vraiment le fait de ne pas en avoir et qui tente de nous bricoler une base pas trop moche, mais dont on aimerait voir plus de détails. Enfin bref, j'ai passé tellement de temps à analyser cette file d'attente que c'est déjà à mon tour. Et cette fois, qu'est-ce que j'ai pensé du plus haut coaster du Royaume-Uni? Alors je ressors de 2 rides d'Hyperia, les 2 à la même place, les 2 au 4e rang, une fois à gauche, une fois à droite, mais franchement ça change pas grand chose. Et j'ai un avis un peu plus mitigé que ce matin, dans le sens où, d'un point de vue sensation, c'est un pur banger. La drop, elle vous fait tomber du siège. Le premier élément, alors
Je l'avais préféré ce matin, mais je pense que là c'est parce que je suis plus proche du premier rang, donc forcément c'est pas aussi sensationnel. Mais le truc là-bas, voilà, mais l'élément, celui-là, qu'on a au bout, quand on est proche du premier rang, mais vous vous faites tirer du train, mais d'une puissance, c'est exceptionnel. À tel point que, alors peut-être que c'est lié à la déshydratation, la fatigue, j'en sais rien, mais première fois de ma vie que quand j'ai un moment d'airtime, d'éjecteur ou quoi que ce soit, je sens le sang monter à ma tête. J'ai vraiment eu, pendant une petite seconde, un moment où j'avais l'impression que ma tête était toute rouge. Alors c'était peut-être pas le cas, c'est peut-être une impression, mais franchement, cet élément est titanesque. Et vous êtes là et vous avez l'impression que vous allez faire éjecter dans le lac. C'est la partie là, mais complètement folle. Mais, parce qu'il y a un mais, vous vous doutez bien si j'ai un avis mitigé, c'est que Tonton Mac nous a fait encore des petites folies, mais pas dans le bon sens du terme. Il souffre de l'effet Voltron, c'est-à-dire qu'on se prend des énormes taquets. Alors l'avantage dans Hyperia, contrairement à Voltron, déjà de 1, c'est que c'est moins long. Donc forcément, comme c'est moins long, on souffre moins. Et l'avantage aussi, et en même temps je dirais, c'est que là où dans Voltron, quand vous prenez des taquets, que ça met des grosses vibrations qui font mal au crâne, ça va vous le faire à peu près tout le long du ride. En fonction des... peu importe le type d'élément que ça va être, que ce soit un virage, une inversion, un airtime, qu'importe, c'est à peu près tout le temps parce qu'il y a énormément d'éléments dans Voltron. Dans Hyperia, le truc, c'est que globalement, dites-vous que toutes les parties peintes en blanc sont exceptionnelles, d'une fluidité impeccable, et que tout ce qui est en brun doré, c'est là que c'est une cata. Et le pire, c'est vraiment sur la fin, quand vous sortez, quand vous allez entamer le loop, donc forcément, vous redescendez à toute blinde de cet élément complètement fou, de cette espèce d'outward qui s'enroule, qui drop, qui est génial. Donc vous kiffez le moment, le sang il vous est bien monté à la tête, et là, vous vous prenez des putains de taquets. Et vraiment, je sentais le train qui faisait comme ça, c'est pas possible. Et vous prenez ça toute blinde, et vraiment, ça me faisait mal au crâne. Donc je suis arrivé à chaque fois sur les freins en ayant mal à la tête. Contrairement à Voltron, j'ai moins longtemps mal à la tête. Mais là où tout à l'heure je disais oui, c'est beaucoup mieux qu'un Voltron, je vais peut-être revoir ma copie. Je vais y réfléchir, il faut que je mature un peu le truc. J'y repasserai dans la journée un peu plus tard. J'espère qu'on ne mettra pas exactement la même place, parce que c'est peut-être juste le 4e rang qui est pourri, j'en sais rien. Mais ce matin, ça ne m'avait pas marqué. Est-ce que c'est parce que le coaster a chauffé? Est-ce que c'est parce que juste moi je suis un peu plus fatigué? Il y a peut-être un peu de tout. Et peut-être que ce matin avec la hype, je m'en suis moins rendu compte. C'est aussi possible. On verra, on y retournera plus tard. Après ça, il ne reste plus qu'un seul coaster à rider, et comme on dit, the last but not least. The fish is ready, and here we go! Entre-temps, j'aurais pu refaire The Swarm pour réaliser qu'il est toujours aussi intense et de m'envoyer quelques stels supplémentaires dans la tronche. Mais ce coaster, c'est des coasters comme ça que j'aime. Des trucs où tu te dis, t'as beau le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'importe, il te choque toujours autant. Je sais pas où il va être dans mon top stealth. Honnêtement, ce matin, quand je suis sorti, j'ai presque envie de mettre ça top 1, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est clairement pas possible. Mais c'est vraiment ce genre de coaster où quand t'en sors, tu te dis, mais je sais pas où le mettre. Parce qu'en soi, c'est très court. Il n'y a pas grand chose, mais du début à la fin, ça déboule. Et honnêtement, quand tu arrives sur les freins, tu te dis pas il manque peut-être un élément ou deux. Non, tu es content. Quand je vais remettre mon top à jour, que je vous ferai ma petite vidéo top que j'ai pas fait depuis très longtemps, attendez-vous à le voir assez haut quand même. Honnêtement, ouais, je pense qu'il va se retrouver à une bonne place. N'oublions pas également que Thorpe est un parc avec une belle petite collection de flat ride. L'occasion pour moi de tester un modèle du constructeur SNS, présent en seulement 2 exemplaires sur le continent européen et qui me faisait l'œil depuis un paquet d'années. Je sors tout juste de Rush, ce gros flat ride de chez SNS. Et alors c'est très sympa, mais c'est extrêmement court. Je pense que le ride en tout doit durer 30 secondes, alors que j'ai dû attendre bien une bonne vingtaine de minutes. Mais c'était sympa. Dans l'ensemble, bonne petite sensation, on plane bien. On est juste tenu par les jambes, donc voilà, on ne se sent pas trop restreint, contrairement à pas mal de flat ride qui des fois peuvent être avec des gros harnais. Donc c'est très sympa, bonne sensation de liberté. Voilà, j'aimerais bien en voir plus dans d'autres parcs. Après, je sais pas si c'est chiant à entretenir, je sais pas si ça coûte cher. Je sais rien du tout, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas énormément. Mais franchement, ça prend pas beaucoup de place et ça passerait bien dans plein de parcs. Il a réouvert lui. J'ai pas envie, mais j'ai eu que des très bons retours à son sujet. Tout le monde dit que c'est banger, donc je vais le faire. Mais j'ai pas envie.
Honnêtement, Ghost Train, j'avais pas du tout envie de le faire, pour les mêmes raisons que The Walking Dead. Malgré tout, je me suis forcé en raison de tous les avis plus que positifs que j'avais entendus à son sujet, selon beaucoup, l'un des meilleurs rides de tout Thorpe Park. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, et voici au final mon avis sur Ghost Train. Alors, visuellement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très stylé, parce qu'on est rentré dans une grande salle où il y avait justement un métro londonien, dans lequel on rentre, il y a des acteurs et tout, mais c'est des acteurs pas qui viennent pour vous faire flipper ou quoi, c'est genre des acteurs qui viennent mettre l'ambiance dans l'attraction et après tout est mécanique à côté. Et j'avais très peur de ne pas pouvoir refaire Hyperia plus tard, mais en fait il s'avère que le truc allait démarrer et là d'un coup il y a le mire qui se coupe et qui disent Ghost Train est actuellement interrompu. Du coup je l'ai pas. Donc là je vais courir sur Hyperia pour finir ma journée, pour me refaire un avis sur Hyperia, mais je suis vraiment très déçu pour le coup parce que là j'ai attendu 20-30 minutes. Je me suis dit allez finalement je le fais, on en a beaucoup parlé, je suis assis dedans, le truc démarre et je ne l'ai pas. Donc si vous avez fait Ghost Train, n'hésitez pas à me le dire justement en commentaire parce que je serais curieux d'avoir votre avis, je suis extrêmement déçu pour le coup. Mais je sais que la prochaine fois que je viendrai à Thorpe, en fait maintenant que je vois à peu près à quoi ça ressemble de l'intérieur, je courrai pour le faire directement. Parce que je me rends compte que finalement c'est un peu plus chill que ce que je pensais. Mais ça fait chier, bien sûr ça fait chier. Par contre il n'y a vraiment absolument personne au single rider, donc ça devrait être pas mal. Prenez mon avis d'Hyperia de cet après-midi et vous l'enlevez et vous prenez celui que j'avais ce matin. On en est là. Voilà. Excellent coaster en fait. Voilà. C'est comme ça que se termine la journée. 4e ride sur Hyperia. Je rêvais d'un first. J'ai eu le last ce matin. Je rêvais du first, on en avait beaucoup parlé. Je voulais lui redonner une chance en me disant peut-être qu'il va pas vibrer là maintenant, peut-être que j'ai pas eu de chance tout à l'heure, c'est tout, ça arrive. J'étais en single rider et là je vois qu'il y a une famille de 5 qui vont au first. Et là moi on m'ouvre le portique et je suis en mode ah putain je vais me retrouver 3e rang, un truc comme ça. Et en fait dans la famille il y avait la fille qui elle avait très envie d'y aller au first. Et moi je me suis dit bon bah c'est bon les parents ils vont aller avec. Et là ils m'ont regardé, ils se sont dit bah va avec elle. Bonjour, on ne se connaît pas. Vous m'avez sauvé mon avis sur Hyperia, donc merci beaucoup à cette famille voilà, britannique qui m'a offert un first row. Et alors là, vraiment, pas de problème de vibration, ou très peu. Dans les creux, franchement, ça allait, il n'y a quasiment pas de souci. C'est excellent, on a du vent dans la tronche, on va à une vitesse, on a les odeurs, Parce que juste derrière, vous avez la forêt, j'ai eu des odeurs de sapin dans la tronche. Tu les as pas quand tu es au last. Excellent. Excellent, c'est cette puissance. Donc vraiment je vous dis, reprenez l'avis que j'avais ce matin et remettez-le ce soir, c'est la même chose. Hyperia c'est extrêmement validé, dommage qu'on puisse pas choisir sa place, mais waouh. Expérience complètement différente au first et au last. Le last ça vous arrache, ça vous tire la gueule, mais le first vous prenez le vent dans la tronche et l'élément qui est là-bas, l'outward, exceptionnel. Donc non il sera très haut dans mon top Hyperia finalement, et j'en suis content parce que ça me faisait chier de le mettre aussi bas, et là je pense que je l'ai considéré à sa juste valeur. Donc c'est un must européen, c'est une putain de pépite, c'est un truc que vous devez faire absolument si vous aimez Mac, voilà, si vous aimez Mac globalement, mais les bons Mac hein, on y est là on est dedans, on est dans ce que Mac sait faire de bien. C'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. J'adore me balader comme ça dans les parcs quand il y a quasiment plus personne. En plus, ça vient me mettre une petite ambiance Merlin, c'est ça qui est sympa. Petite musique et tout. Je trouve que Thorpe Park gère très bien les musiques. Et vous le savez, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi dans les parcs.
Alors ils mettent la musique très forte, des fois ils abusent un peu, mais bonne musique, bien gérée. J'aime beaucoup ce parc, hein. J'aime beaucoup. Regardez-moi ce skyline, je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est le genre de vue qui, au moment où je suis en train d'écrire ces dernières pages, me donne sacrément envie de retourner à Fort Park. Honnêtement, je m'attendais à un parc pas très agréable au niveau de l'ambiance, un simple parking à coaster sans vraiment d'âme. Et bien, à titre personnel, ce n'est absolument pas le ressenti que j'ai eu lors de ma journée à Fort Park. Oui, bien sûr, il y a certains endroits un peu bizarres, on n'est pas non plus sur un parc avec des belles thématiques bien chiadées, mais c'est ce petit charme à la Merlin qui ne fait franchement pas l'unanimité. Quand on aime ce mood, on l'aime vraiment. Je saurais pas trop expliquer ce qui m'a autant fait apprécier Fort. Est-ce que c'est lié aux ambiances musicales auxquelles je suis vraiment très sensible, à tous ces coasters qui m'ont énormément plu, ou bien simplement une sorte d'aura qui se dégage de cet endroit. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que j'y reviendrai bien volontiers, en espérant que d'ici là, Ghost Train n'aura pas bougé, Hyperia ne se sera pas détérioré, et que le launch de Stealth gardera son intensité.